Bienvenue à tous. Avant de plonger dans les eaux glaciales de ce mystère, je vous invite à me dire dans les commentaires depuis quelle ville, et à quelle heure vous nous rejoignez pour cette histoire. Le récit qui va suivre n'est pas une simple fiction, mais une reconstitution méticuleuse, assemblée à partir des fragments silencieux que l'histoire a bien voulu nous laisser. Des registres de l'inscription maritime, des archives paroissiales jaunies par le temps et des témoignages murmurés de génération en génération. Nous sommes à Saint-Malo, à la fin du XIXe siècle. Une cité corsaire dont les remparts de granit défient l'Atlantique, mais qui ne peuvent contenir les secrets qui hantent ces ruelles sombres et pavées. C'est ici, entre la ferveur des prières à la cathédrale Saint-Vincent et le fracas des vagues se brisant contre la pierre, que la légende et la tragédie d'un homme prirent racine. Une histoire que les documents officiels n'ont jamais osé raconter entièrement. Au cœur de cette communauté entièrement tournée vers la mer vivait Luc de Bretagne, un nom qui, vers 1895, était synonyme de courage et de résilience. À 40 ans, il était un Terre-Neuva aguerri, l'un de ces marins légendaires, qui passaient des mois interminables sur les bancs de Terre-Neuve, affrontant le froid polaire, le brouillard, et les tempêtes pour nourrir leur famille. Hélène était pas seulement un pêcheur, il était un pilier, un homme dont la force tranquille et l'expérience inspiraient un profond respect sur les quais. Marié à Elara, une femme dont l'angoisse pieuse se mesurait au rythme des marées, et père du jeune Yann, qui voyait en lui un héros invincible, Luc incarnait l'idéal du marin breton. Un homme forgé par l'océan, solide comme les remparts de sa ville, un meneur d'hommes que rien ne semblait pouvoir jamais briser. Pourtant c'est un homme brisé qui débarqua de L, étoile du Nord, après sa dernière et funeste campagne. Le meneur d'hommes sociable avait disparu, remplacé par une ombre mutique et tourmentée. Le regard de Luc, autrefois vif et capable de lire l'horizon avec une expertise inégalée, était désormais perdu dans un vide insondable, fixé sur la mer pendant des heures interminables depuis le chemin de ronde des remparts. La nuit, ses hurlements déchiraient le silence de sa modeste demeure de la rue de la Fosse. Des cauchemars si violents qu'Elara n'osait plus dormir à ses côtés. Plus étrange encore, on le voyait parfois, sur le sable à marée basse ou sur une simple planche de bois, tracer des étranges symboles avec une obsession fiévreuse. Des spirales et des formes anguleuses qui n'appartenaient à aucun alphabet connu, ni à aucune superstition marine. Le froid des glaces du Grand Nord semblait l'avoir suivi jusque chez lui. Un froid qui ne le quittait jamais. Le silence de Luc était devenu contagieux, tel un mal insidieux. Sur les quais et dans les tavernes enfumées du port, les autres survivants de L, étoile du Nord, se taisaient eux aussi. Ils évitaient, baissaient les yeux, ou changeaient brusquement de sujet lorsque son nom était prononcé, érigeant un mur de silence pour protéger un secret partagé. Les rumeurs, elles, couraient comme la marée montante, contradictoires, et de plus en plus inquiétantes. On parlait d'une tempête surnaturelle, d'une étrange fièvre des glaces qui rendait les hommes fous, ou d'une silhouette monstrueuse entrevue dans le brouillard arctique. Le journal local, le Salut de Saint-Malo, n'avait publié qu'une brève note sur le retour difficile du navire, mentionnant la perte regrettable d'un membre de équipage. S'agissait-il simplement du traumatisme d'un voyage éprouvant, ou les survivants cachaient-ils une vérité bien plus effroyable que n'importe quelle tempête? Saint-Malo, à la fin du XIXe siècle, n'est pas une ville comme les autres. C'est une forteresse de granit, une cité corsaire dont l'eau, âme est indissociablement liée aux humeurs de l'Atlantique. Ces remparts massifs, érigés pour repousser les assaillants, semblent aujourd'hui contenir à grand-peine la puissance brute de l'océan qui les frappe sans relâche. L'air y est saturé de sel et d'embrun, et le vent siffle à travers les ruelles étroites comme une plainte éternelle. Vivre ici, c'est accepter une coexistence précaire, avec une nature impitoyable, une force qui façonne les corps et les esprits. La ville entière est un navire de pierre, amarré au continent mais tourné en permanence vers le large, vers cet horizon à la fois promesse de fortune et menace de deuil. C'est dans ce décor austère et grandiose que les destins se nouent et se dénouent, au rythme implacable des marées. L'existence même de la cité malouine repose sur une seule et unique activité, la grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve. Chaque printemps, une flotte de goélettes quitte le port pour des campagnes de plusieurs mois dans les eaux glaciales du Grand Nord. Ces expéditions sont le poumon économique de la région mais aussi son tombeau. Pour chaque navire qui revient chargé de morues, un autre peut disparaître corps et bien, englouti par la tempête ou prisonnier des glaces. Les hommes qui s'y engagent, les Terre-Neuvas, sont des figures quasi mythologiques, célébrées pour leur courage, mais condamnées à une vie de labeur extrême, et de danger constant. Leur absence prolongée laisse derrière eux une communauté de femmes, d'enfants et de vieillards, suspendus à l'attente de leur retour. Une attente qui est le véritable pouls de la ville.
Le climat social de Saint-Malo est un étrange alliage de piété catholique fervente et de superstitions marines profondément enracinées. Dans la pénombre de la cathédrale Saint-Vincent, les familles viennent prier pour la protection des marins, allumant des cierges devant les ex-votos qui tapissent les murs, autant de témoignages de sauvetage miraculeux. Mais une fois sortis du sanctuaire, les mêmes gens murmurent des croyances plus anciennes, des histoires de navires fantômes, de sirènes, et d'esprits des profondeurs qui réclament leur dû. On ne siffle pas à bord, on ne prononce pas le mot lapin. Cette dualité spirituelle n'est pas une contradiction, mais une stratégie de survie face à un destin que ni la foi ni la raison ne peuvent entièrement maîtriser. L'océan est à la fois une création divine et un domaine païen, redoutable et imprévisible. Les rues intramuraux, comme la rue de la Fosse où réside la famille de Bretagne, sont des corridors sombres et humides, pavés de pierres usées par des siècles de passage. Le soleil peine à y pénétrer, et les façades austères des maisons se penchent les unes vers les autres, créant une atmosphère de secret et de confinement. Le silence n'y est jamais complet, toujours troublé par le cri perçant des mouettes, loups, écho des pas sur le granit ou le grondement lointain des vagues se brisant contre les remparts. C'est un labyrinthe où les nouvelles, bonnes ou mauvaises, se propagent à la vitesse du vent, où chaque regard peut être une question et chaque silence une réponse. La ville, derrière ses murailles protectrices, est un huis clos, où les drames personnels deviennent inévitablement des affaires publiques, scrutées et commentées à voix basse dans l'ombre des venelles. Le port est le cœur battant de la cité, la scène permanente où se jouent les drames humains les plus intenses. C'est là que les adieux se font, déchirants, les visages des femmes et des enfants marqués par l'angoisse de ne jamais revoir leur mari et leur père. C'est aussi là que s'opère le miracle des retours, des mois plus tard, lorsque les silhouettes des navires apparaissent à l'horizon, déclenchant une vague d'espoir et de soulagement. Mais chaque retour est aussi synonyme de deuil pour les familles, dont les hommes ne reviendront pas. Cette alternance cyclique de joie et de chagrin forge un caractère collectif empreint de dureté et de résilience. On apprend très tôt à masquer sa peine, à endurer l'attente, et à accepter la fatalité comme une composante inéluctable de l'existence. Pour l'histoire officielle, les seuls témoins de ces vies sont les registres froids et méthodiques de l'inscription maritime. Chaque départ, chaque retour, chaque marin porté disparu, y est consigné d'une écriture appliquée. Le journal local, Le Salut de Saint-Malo, publie parfois de brèves notices sur les campagnes de pêche, évoquant les conditions difficiles ou la perte regrettable d'un équipage, mais toujours avec une pudeur qui effleure à peine la surface de la tragédie. Ces documents administratifs et journalistiques constituent la mémoire écrite de la ville, une version aseptisée des événements, conçue pour rassurer et maintenir l'ordre. Ils parlent de tonnage et de date, mais restent muets sur la peur, la folie, et les horreurs que les hommes peuvent rencontrer lorsque la civilisation n'est plus qu'un lointain souvenir. Ainsi, Saint-Malo se dresse comme un personnage à part entière, un monde clos, où la frontière entre la bravoure et la folie est aussi ténue que la ligne d'horizon par tant de brume. C'est une terre de foi et de légende, de courage et de secrets inavouables, où chaque pierre semble imprégnée des prières et des angoisses de générations de marins. L'océan donne la vie et la reprend avec une indifférence souveraine, laissant les survivants porter le fardeau de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont dû faire pour revenir. Mais que peuvent réellement dire des documents officiels face à une horreur qui dépasse l'entendement humain, une terreur ramenée des silences blancs du Grand Nord? Avant la funeste campagne de L. Étoile du Nord, le nom de Luc de Bretagne était une certitude, un roc aussi solide que le granit des remparts de Saint-Malo. À 40 ans, il incarnait l'archétype du marin accompli, un homme dont la réputation avait été taillée par des décennies de lutte contre les éléments les plus hostiles. Dans les tavernes enfumées du port, où les récits de mer se teintaient de légendes, on parlait de lui avec un respect mêlé d'admiration. Il était pas seulement un pêcheur. Il était un meneur, un de ces capitaines naturels vers qui les regards se tournent instinctivement, lorsque le ciel s'assombrit, et que la mer se déchaîne. Sa force tranquille, sa capacité à lire le vent et les courants comme un livre ouvert, faisait de lui une figure rassurante, un pilier sur lequel reposait non seulement la sécurité de son équipage, mais aussi l'espoir de toute une communauté suspendue à son retour. Au-delà du marin respecté, Luc de Bretagne était le centre d'un foyer modeste mais stable, niché dans l'ombre de la rue de la Fosse. Son mariage avec Elara était un équilibre silencieux entre la force brute de l'océan et la ferveur discrète de la foi. Elara, femme pieuse dont les journées étaient rythmées par les messes et les prières pour les marins, voyait en son mari un homme béni, protégé par une providence qu'elle implorait sans relâche. Pour leur jeune fils, Yann, Luc était bien plus qu'un père. Il était un héros mythologique, un géant parti combattre des monstres marins dans des contrées de glace et de brouillard. Chaque retour de campagne était une fête,
la réaffirmation que son père était invincible, que rien, pas même la fureur de l'Atlantique, ne pouvait l'abattre. Cette cellule familiale était son ancre, le port sûr où il revenait panser les blessures de la mer. Pourtant, l'homme qui débarqua de L, étoile du Nord, après son ultime voyage, n'avait plus rien du héros invincible, ni du meneur d'hommes. C était une silhouette brisée, un corps habité par un silence si dense, qu'il en devenait assourdissant. Son regard, autrefois perçant et vif, capable de sonder l'horizon sur des lieux, était désormais un abîme vide, une fenêtre ouverte, sur un néant insondable. Il marchait dans les rues de sa propre ville comme un étranger, ne reconnaissant ni les visages ni les saluts. La transformation était si radicale, si brutale, qu'elle glaça la communauté. Le respect laissa place à une pitié mêlée d'une crainte sourde. Luc de Bretagne N était plus un symbole de résilience, mais l'incarnation d'une défaite obscure, une énigme vivante dont personne ne détenait la clé, à commencer par lui-même. Ses journées se déroulaient désormais selon un rituel immuable et inquiétant. Des heures durant, il se tenait sur le chemin de ronde des remparts, le dos voûté face au vent du large, les yeux fixés sur la ligne d'horizon. Il ne semblait ni attendre un navire, ni observer la météo. Son immobilité était totale, presque minérale, comme s'il cherchait à se fondre dans la pierre grise de la forteresse. Les autres malouins apprirent à faire un détour pour L, éviter, sentant instinctivement que cet homme N était plus des leurs, qu'il était engagé dans un dialogue silencieux avec une entité que lui seul pouvait voir. La mer, qui avait été sa raison de vivre, son champ de bataille et sa source de fierté, était devenue le miroir de son tourment, un gouffre qui l'appelait sans relâche, dans un langage que personne d'autre ne pouvait comprendre. La nuit, le tourment de Luc prenait une forme plus sonore et terrifiante. Les murs de la petite maison de la rue de la Fosse peinaient à contenir les hurlements qui échappaient de sa gorge. Selon les confidences désespérées d'Elara au curé de la paroisse, consignées dans les registres de confession, il ne s'agissait pas de simples cauchemars. Étaient des cris primaux, des sons inhumains qui semblaient venir des profondeurs d'un autre monde. Elle décrivait un froid glacial qui émanait de son corps endormi, un froid qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Terrorisée, elle avait fini par abandonner le lit conjugal, se réfugiant avec son fils dans la cuisine, laissant son mari seul face à ses démons nocturnes. Le foyer, autrefois un havre de paix, était devenu l'antichambre d'un enfer personnel et incommunicable. Le comportement le plus déroutant de Luc, celui qui alimenta le plus les rumeurs de folie, était son obsession pour d'eau, étrange symbole. On le voyait, à marée basse, tracer sur le sable humide des formes complexes, avec un morceau de bois flotté. Des spirales enchevêtrées, des lignes brisées formant des angles aigus, des figures qui ne ressemblaient à rien de connu. Ni aux runes des anciens navigateurs, ni aux signes de la sorcellerie locale, ni à aucun alphabet marin. Il les gravait aussi, avec la pointe d'un couteau, sur la table en bois de la cuisine ou sur le montant de son lit, dans un état de concentration fiévreuse, comme s'il obéissait à un ordre impérieux. Ces dessins étaient la seule forme de communication qui lui restait, un langage secret dont le sens semblait aussi effrayant que son silence. Cette métamorphose du père et du mari eut des conséquences dévastatrices sur sa famille. Yann, qui avait attendu le retour de son héros, se retrouva face à un inconnu effrayant. Le garçon n'osait plus l'approcher, guettant depuis le seuil de la porte cet homme mutique qui ne lui offrait plus ni un regard ni un geste de tendresse. La fierté être le fils de Luc de Bretagne se mua en une honte confuse. Pour Elara, l'épreuve était double. Elle devait non seulement gérer la douleur de voir l'homme qu'elle aimait se consumer de l'intérieur, mais aussi affronter le regard des autres, les messes basses à l'église, l'isolement progressif de sa famille. Ses prières changèrent de nature. Elle ne demandait plus la protection de son mari, mais la délivrance de l'aile, âme qui avait pris possession de son corps. Comment un homme d'une telle trempe, un marin dont la solidité mentale et physique était légendaire, avait-il pu s'effondrer de manière aussi spectaculaire? Les archives du médecin du port, consultées des décennies plus tard, ne font état que d'un état de choc post-traumatique sévère, et d'une mélancolie profonde, des termes cliniques bien dérisoires, pour décrire la nature de son mal. Luc était devenu une contradiction vivante. Le navigateur expert qui avait survécu aux pires tempêtes de l'Atlantique Nord, était désormais perdu dans le labyrinthe de son propre esprit, incapable de trouver le chemin du retour vers les siens. Il était physiquement présent, mais son essence, son âme de marin, semblait avoir été abandonnée quelque part là-bas, prisonnière des glaces éternelles. Le contraste entre l'homme qui était parti, et celui qui était revenu était absolu, incompréhensible. Le pilier de la communauté était devenu son paria,
le père aimant une source de terreur, le survivant un fantôme errant parmi les vivants. La question hantait les esprits et se murmurait à voix basse dans les ruelles balayées par le vent. Qu'avait-il donc vu ou fait dans l'immensité blanche et silencieuse du Grand Nord pour revenir si irrémédiablement brisé? La tempête, le froid, la solitude ne suffisaient pas à expliquer une telle déchéance. Pourquoi un homme aussi solide que le roc de sa Bretagne natale était-il soudainement fendu comme une simple coque de noix? Le secret était enfoui si profondément en lui, que même les cris de ses cauchemars ne parvenaient pas à le révéler. Les premiers murmures ne naissent pas dans le fracas des vagues, mais dans les silences qui s'installent après leur passage. Sur les quais de Saint-Malo, un changement subtil mais palpable s'opère dans la chorégraphie sociale des marins. Les survivants de L, Étoile du Nord, autrefois une bande soudée et bruyante, deviennent des îles de solitude. Lorsqu'ils croisent Luc de Bretagne, un malaise s'installe. Les regards se détournent, les conversations éteignent brusquement, et les mains qui autrefois lui auraient donné une tape amicale dans le dos, restent figées le long du corps. Ce n'est pas de la pitié, ni même de la peur, c'est autre chose, une sorte de reconnaissance craintive, comme si la simple présence de Luc suffisait à raviver le souvenir d'une horreur qu'ils s'efforçaient tous d'enterrer sous des couches de silence et d'oubli. Ce N était pas seulement Luc qui était devenu une île, L, équipage entier de L Étoile du Nord, semblait désormais prisonnier d'un archipel invisible de secrets. S'ils se retrouvaient par hasard dans la même taverne, ils ne partageaient plus de récits de mer, mais un silence pesant, plus assourdissant que n'importe quelle tempête. Ils buvaient seuls, les yeux perdus dans le fond de leur verre, comme s'ils y cherchaient une vérité insaisissable. Un pacte tacite semblait les lier, une loyauté née non pas de la camaraderie, mais de l'horreur partagée. Ils étaient les gardiens d'une histoire que personne ne devait connaître, et leur mutisme collectif érigeait une forteresse bien plus impénétrable que les remparts de granit de la ville. Que protégeait-il avec un tel acharnement, leur honneur, ou leur vie? Loin de la lumière crue du port, dans la pénombre des tavernes enfumées où l'alcool déliait les langues les moins courageuses, les rumeurs commençaient à prendre forme, monstrueuses et contradictoires. La première version, la plus répandue, parlait d'une tempête surnaturelle. Pas une simple dépression comme les Terre-Neuve en affrontaient des dizaines, mais un phénomène qui n'obéissait à aucune carte, à aucune logique maritime. On décrivait un ciel devenu noir en plein jour, des vagues hautes comme des cathédrales, et un vent qui ne hurlait pas, mais chuchotait des insanités, poussant les hommes au bord du gouffre. C'était une explication qui avait le mérite de grandir le courage des survivants, tout en justifiant la perte d'un homme, et la folie apparente de Luc, le tout sous le sceau d'une fatalité divine et indomptable. Une autre version, plus rationnelle en apparence, circulait parmi les esprits plus pragmatiques. On l'appelait la fièvre des glaces. Une maladie étrange, contractée dans le froid extrême et l'isolement du Grand Nord, qui s'attaquait non pas au corps, mais à l'esprit. Elle provoquerait des hallucinations, une paranoïa aiguë, et une perte totale de la raison. Certains anciens marins juraient avoir déjà entendu parler de cas similaires sur d'autres navires, des histoires d'équipages entiers sombrant dans une démence collective, après avoir été trop longtemps prisonniers de la banquise. Cette théorie médicale, bien que non documentée, avait quelque chose de rassurant. Elle offrait une cause tangible au mal qui rongeait Luc, le dédouanant de toute responsabilité, et le transformant en simple victime d'une pathologie exotique et cruelle. Mais la rumeur la plus tenace, celle qu'on ne chuchotait qu'après le 3e verre de cidre, lorsque les ombres dansaient sur les murs de pierre, était aussi la plus terrifiante. Elle ne parlait ni de tempête ni de maladie. Elle parlait d'une chose. Une chose entrevue dans le brouillard opaque qui enveloppait les icebergs. Une silhouette indistincte, là où il ne devait y avoir que de la glace et de l'eau. Les descriptions variaient. Une forme immense et pâle se mouvant sous la surface, des yeux brillants dans l'obscurité, ou simplement une présence, un sentiment d'eau, être observé par une intelligence ancienne et malveillante. Cette histoire n'expliquait rien, mais elle faisait écho aux superstitions les plus profondes, à cette peur ancestrale que l'océan recèle des horreurs que l'esprit humain n'est pas fait pour concevoir. Face à ce déferlement de conjectures, la parole officielle se voulait rassurante et laconique. Dans son édition du 15 octobre 1895, le journal local, Le Salut de Saint-Malo, publia une brève note en 3e page, coincée entre une annonce pour des cordages, et les résultats d'une régate locale. Le texte, d'une sécheresse administrative, mentionnait simplement le retour difficile de la goélette L, Étoile du Nord, après une campagne éprouvante. Il évoquait des conditions arctiques extrêmes, et la perte regrettable d'un membre des équipages, le marin Jean Pogam, passé par-dessus bord lors d'une manœuvre. Pas un mot de plus. Pas de mention de la folie, du silence, ou de l'aile, état de choc de l'aile,
Équipage. Pour l'histoire officielle, l'affaire était classée, réduite à une simple ligne dans les annales maritimes. Pourtant, pour qui savait lire entre les lignes, cette note était plus inquiétante que n'importe quelle rumeur. L'expression « perte regrettable » était une formule consacrée, un euphémisme utilisé pour masquer une myriade de drames bien plus complexes qu'un simple accident. Jean Pogam, N., était pas n'importe quel marin. Les registres de l'inscription maritime confirment qu'il s'agissait d'un homme d'expérience, et les témoignages de l'Aile, époque le décrivent comme le plus proche ami de Luc de Bretagne. Comment un marin aussi aguerri aurait-il pu simplement passer par-dessus bord? Le journal, en voulant clore le débat, ne faisait qu'ouvrir la porte à des questions bien plus sombres. Le silence de la presse, si différent du vacarme des tavernes, devenait suspect, comme s'il cachait une vérité trop inavouable pour être imprimée. L'angoisse la plus pure ne se confiait cependant pas aux gazettes, mais dans le secret du confessionnal. Les archives de la paroisse Saint-Vincent conservent une trace indirecte de la tragédie. Le curé de Léty, époque, l'abbé Morel, un homme réputé pour sa discrétion, nota dans son carnet personnel une augmentation significative des visites des Lara de Bretagne. Il la décrit comme une femme, au bord de la rupture, dont la foi était mise à l'aile, épreuve par un mal domestique qu'elle n'osait nommer. Elle ne venait plus seulement prier pour le salut de l'aile, âme de son mari, mais pour la protection de la sienne et de celle de son fils. Elle parlait d'un froid qui ne venait pas de l'hiver breton, mais qui émanait du corps même de Luc, un froid qui glaçait les draps et le cœur. Dans une de ses confessions désespérées, dont la teneur fut plus tard rapportée par une nièce du prêtre, Elara révéla le détail le plus perturbant. La nuit, dans les rares moments où les hurlements cessaient, Luc parlait durant son sommeil. Mais ce gan était pas en français, ni même en breton. C'est, était, selon ses mots, une langue inconnue. Une série de sons gutturaux et de clics qui ne ressemblaient à rien d'humain. Elle décrivait une mélopée rauque, une litanie qui semblait venir des profondeurs de la terre ou de l'océan. C'est, était une langue qui n'avait pas de mots, seulement des intentions. Et l'intention qu'elle y décelait la pétrifiait de terreur. C'est, était comme si quelque chose d'autre, une entité ramenée des glaces, parlait à travers la bouche de son mari. Ainsi deux récits se tissaient en parallèle, sans jamais se rencontrer officiellement. D'un côté, le récit public, fait de rumeurs contradictoires et d'un silence officiel suspect, qui transformait le drame de L, Étoile du Nord, en un mystère local. De l'autre, le récit intime et terrifiant d'Elara, qui suggérait une corruption bien plus profonde, une profanation de laquelle, âme même de son mari. Les marins se taisaient, Luc hurlait ou PS almodiait dans une langue des abysses, et la ville, sentant que la vérité était bien plus terrible que toutes les hypothèses, commençait à regarder son ancien héros non plus avec admiration, mais avec une méfiance mêlée d'une peur sacrée. L'homme qui avait survécu au Grand Nord, semblait avoir ramené le Nord avec lui. Le traumatisme collectif d'un voyage éprouvant pouvait-il seul expliquer un tel faisceau de phénomènes étranges? Le silence obstiné des survivants, les rumeurs de monstres, la folie d'un homme et cette langue venue d'ailleurs qui hantait les nuits d'une modeste maison de la rue de la Fosse. Toutes ces pièces semblaient appartenir à un puzzle bien plus vaste et bien plus effroyable qu'une simple tragédie en mer. S'agissait-il des symptômes d'un deuil impossible, ou de la dissimulation minutieuse d'un acte inavouable? La vérité N était pas seulement enfouie dans l'esprit brisé de Luc de Bretagne, mais aussi dans le silence coupable de ceux qui étaient revenus avec lui. Le silence qui entourait Luc de Bretagne et son équipage N était plus une simple conséquence du deuil ou du traumatisme, il était devenu une forteresse de non-dits, un mur érigé, pour contenir une vérité trop monstrueuse pour être libérée. Le premier à tenter de percer cette muraille, non par curiosité mais par devoir, fut l'abbé Morel, le curé de la paroisse Saint-Vincent. Homme d'une grande sagacité, il sentait que le mal qui rongeait ses paroissiens, N, était pas de ceux que l'on pouvait apaiser par de simples prières. Ses entretiens avec les femmes des marins et surtout avec une Elara de plus en plus désemparée, ne lui rapportaient que des échos de peur et d'incompréhension. Il savait que la clé de Dodovou, énigme se trouvait dans l'Es, âme tourmentée de Luc, mais cette âme était désormais un sanctuaire profané, dont le gardien refusait l'accès, même aux représentants de Dieu sur terre. Pourtant, des fragments de cette obscurité parvinrent jusqu'à lui. Lors d'une rare visite à L, église, Luc, dans un état second, S, était effondré dans le confessionnal. Ces paroles, rapportées avec une extrême prudence par l'abbé dans un carnet privé des années plus tard, N, n'étaient pas celles d'un homme cherchant l'absolution. C'est, était un murmure décousu, fiévreux, où les mots pacte et fin revenaient comme un leitmotiv macabre. Il parla de la faim insatiable du Nord, une faim qui ne pouvait être calmée par des vivres,
mais par quelque chose de vivant. L'abbé Morel nota que Luc n'avait pas confessé un péché, mais révélé une contamination, comme si une volonté étrangère et ancienne était emparée de équipage pour assouvir un appétit primordial. La confession s'acheva brusquement, laissant le prêtre seul avec un sentiment de terreur sacrée qu'il n'avait jamais éprouvé. Si l'abbé Morel sondait les âmes, le docteur Arnaud, médecin du port, s'occupait des corps. Confronté à l'eau, état de Luc, et au mutisme des autres marins, il posa un diagnostic officiel qui se voulait rassurant. Un état de choc collectif, aggravé par une forme de scorbut neurologique, qu'il baptisa poétiquement « fièvre des glaces ». Cette explication, consignée dans les registres de santé maritime, permettait de classer l'affaire, et éviter la panique. Elle offrait une cause rationnelle, médicale, à un comportement qui, autrement, aurait pu être interprété comme une folie contagieuse, ou, pire, comme la preuve des rumeurs les plus folles qui couraient dans les tavernes. Le docteur Arnaud joua son rôle, prescrivant du repos et des fortifiants, tout en sachant pertinemment que le mal qui rongeait ces hommes ne se trouvait dans aucun manuel de médecine. Mais dans les marges de ses carnets personnels, découverts bien après sa mort, le docteur Arnaud révélait une toute autre conviction. Il y notait la synchronisation suspecte des rares témoignages qu'il avait pu recueillir, comme si les marins récitaient un scénario appris par cœur. Il étonné de l'absence de blessures physiques graves qui auraient dû accompagner une tempête d'une telle violence. Plus troublant encore, il suspectait que le silence de équipage N n'était pas un symptôme de leur traumatisme, mais la cause même de leur tourment. Ils ne se taisaient pas parce qu'ils étaient malades. Ils étaient malades parce qu'ils se taisaient. Il émit l'hypothèse d'une culpabilité partagée, d'un secret si lourd qu'il écrasait les esprits un par un, faisant de Luc, le meneur, la victime la plus exposée de ce poison psychologique. Loin des secrets du confessionnal et du cabinet médical, une troisième enquête, plus pragmatique, était menée par Étienne Le Goff, un jeune journaliste ambitieux, du Salut de Saint-Malo. Frustré par la note laconique que son rédacteur en chef lui avait imposé de publier, il sentait que l'histoire de Étoile du Nord, était bien plus qu'un simple fait divers maritime. Il passa des semaines à hanter les quais, à offrir des verres aux marins d'autres navires, à écouter les conversations des femmes au lavoir. Il se heurta d'abord au même mur de silence, une omerta collective qui semblait protéger non seulement les survivants, mais la réputation même de la grande pêche malouine. Personne ne voulait salir l'image héroïque des Terre-Neuve avec une histoire de folie ou de déshonneur. La première fissure dans ce mur de silence provint d'une source inattendue, un commis aux écritures de la compagnie maritime propriétaire de la goélette. Contacté par Le Goff, et après quelques verres de trop, l'homme confia un détail crucial. Le journal de bord officiel de Étoile du Nord, remis par le capitaine en second, présentait une anomalie troublante. Les dernières pages, celles qui couvraient la période où le drame était censé être produit, semblaient avoir été arrachées. Les entrées qui précédaient cette lacune décrivaient une météo étrangement calme, une mer d'huile et un brouillard persistant. Pas le moindre mot sur une tempête, surnaturelle ou non. Cette révélation contredisait frontalement la seule version officieuse qui circulait et transformait le mystère en une possible dissimulation. La vérité la plus glaçante vint cependant d'une source innocente, un jeune mousse de l'aile, équipage, à peine âgé de 15 ans. Trop terrifié pour parler directement, il confia une phrase à sa mère, qui, à son tour, la répéta au journaliste sous le sceau du secret. Le garçon avait raconté que, prisonnier des glaces et du brouillard depuis des semaines, sans voir le soleil, les hommes étaient devenus fous de peur et de faim. Il avait murmuré, en sanglotant, qu'ils avaient dû faire un choix terrible pour que le soleil revienne. Ces mots, d'une simplicité enfantine, évoquaient une scène d'une horreur primitive, un rituel païen accompli au milieu de l'immensité blanche, loin de Dieu et des hommes. Le choix terrible, était plus une hypothèse, mais une quasi-certitude. Cette atmosphère de complot et de rituel païen trouvait un écho terrifiant dans une lettre qu'Elara écrivit à sa sœur, une correspondance qui ne fut jamais envoyée, mais conservée dans une boîte à couture. Elle y décrivait sa peur croissante de son propre mari. « Ce n'est plus Luc qui dort à mes côtés, écrivait-elle, c'est une enveloppe vide, habitée par une chose froide. Il a ramené avec lui un froid qui ne le quitte jamais, et ce n'est pas le froid de l'hiver, ma sœur, mais celui du tombeau. Parfois je le surprends à observer notre Yann avec un regard que je ne lui connais pas, un regard où je ne vois ni amour paternel, ni même de la folie, mais une sorte de évaluation, comme un loup, qui jaugerait un agneau. La peur avait cédé la place à une certitude monstrueuse. Le mal était plus seulement un souvenir, il était présent, vivant, dans sa propre maison. Cette peur d'un mal importé du Nord
résonnait avec les superstitions les plus sombres et les plus tues des marins. Un vieux charpentier de marine à la retraite, la langue déliée par elle, âge et le Calvados, finit par raconter à Étienne Le Goff une vieille légende, une histoire que les capitaines interdisaient de raconter à bord. Celle de l'esprit du Grand Blanc, une entité malveillante qui habiterait les glaces éternelles. La légende disait que lorsque le brouillard ne se levait plus, et que la banquise emprisonnait un navire, c'est que l'esprit avait faim. Et que seul un sacrifice, le don d'un cœur chaud, pouvait apaiser sa faim, et convaincre le soleil de revenir. Cette superstition, considérée comme une fable macabre, offrait soudain un cadre terrifiant et plausible aux événements de L, étoile du Nord. Poussé à bout par la terreur et le doute, se sentant abandonné par la communauté et par l'ex-église, Elara prit une décision désespérée. Une nuit, alors que Luc était sorti errer sur les remparts, elle se résolut à forcer la malle de mer de son mari, ce coffre en bois qu'il gardait toujours verrouillé et qui contenait les souvenirs de ses campagnes. Elle espérait y trouver une lettre, un journal, n'importe quoi qui puisse expliquer sa transformation. Avec un tisonnier, elle fit sauter le cadenas rouillé. L'odeur de sel, de tabac froid et de sueur imprégnait les quelques vêtements et objets de navigation. Au fond, sous une pile de cartes marines, elle sentit une double planche. Un compartiment secret. Ses mains tremblaient en soulevant le faux fond, révélant non pas ce qu'elle cherchait, mais quelque chose de bien plus effroyable. Ce N n'était pas le journal de bord de L, étoile du Nord. C était un carnet bien plus ancien, un petit journal relié en cuir usé par le temps et l'humidité, dont l'L, écriture était celle d'un homme bien plus jeune. C était le journal de la toute première campagne de Luc, 20 ans plus tôt, alors qu'il N était qu'un jeune mousse. Et Lara le feuilleta jusqu'à la dernière page. Il n'y avait pas de long récit, pas d'explication. Sur la page jaunie, dessinée avec une application presque démente, se trouvait un seul et même symbole, répété des dizaines de fois jusqu'à couvrir toute la surface. La spirale angoissante que son mari traçait désormais sur le sable. Et en dessous de ce tapis de signes, une unique phrase, écrite d'une main d'adolescent. Il a fallu le faire. Le Grand Blanc avait faim. La clé qui ferait basculer le mystère de l'ombre vers la lumière crue de l'horreur, ne se trouvait ni dans les archives de la ville, ni dans les confessions murmurées à un prêtre, mais entre les mains tremblantes de Marie Pogam, la veuve du marin officiellement disparu en mer. Consumée par un deuil que le silence des survivants rendait insupportable, L.S. était résolue, des mois après le drame, à accomplir le rituel macabre de trier les affaires de son défunt mari. Dans le petit coffre de mer de Jean, parmi les vêtements encore imprégnés de sel et de tabac froid, se trouvait un objet qu'il ne quittait jamais. Une petite Bible de poche, dont le cuir usé témoignait d'une foi simple mais profonde. C était un objet de réconfort, un dernier lien tangible avec l'homme qu'elle avait aimé. Et elle le prit dans ses mains comme une relique sacrée, cherchant une paix qui la fuyait obstinément. En feuilletant machinalement les pages fines et jaunies du livre saint, un petit morceau de papier plié en 4, glissa de l'intérieur et tomba sur le plancher de bois. Ce N était pas une lettre, ni une simple note. C était un fragment de toile à voile, rigide et rêche, sur lequel des mots avaient été griffonnés à la hâte, avec ce qui semblait être un mélange de suie et d'huile. L, écriture était erratique, presque illisible, celle d'un homme dont la main tremblait de froid, de faim ou de pure terreur. Marie se pencha, le cœur battant, et déplia avec une précaution infinie ce qui allait s'avérer être le testament final de son mari, un message envoyé depuis les abysses du désespoir, une vérité bien plus effroyable que la simple fureur de l'océan qu'elle avait tant redoutée. Les premiers mots qu'elle parvint à déchiffrer, firent voler en éclats la version officielle, et toutes les rumeurs qui avaient circulé. Jean ne parlait ni de tempête, ni de chute accidentelle. Il décrivait une prison de glace, un brouillard éternel qui avait volé le soleil pendant des semaines, et une faim qui tordait les entrailles et dévorait les esprits. Il parlait de la folie qui, était emparée de Jim en mi-en équipage, une démence froide et patiente, née de l'isolement et de l'abandon. La note était un cri de détresse, le récit d'une mutinerie non pas contre un capitaine, mais contre la raison elle-même, une rébellion contre les lois de Dieu et des hommes, face à la certitude d'une mort lente et glaciale dans le silence assourdissant du Grand Nord. Puis, un nom apparut, tracé avec une force qui avait presque déchiré la toile, Luc de Bretagne. Mais il n'était pas décrit comme la victime que tous imaginaient, l'homme brisé par un traumatisme subi. Aux yeux de Jean Pogam, son meilleur ami, Luc était devenu le prophète de leur damnation. La note l'accusait d'avoir été l'instigateur d'un rituel païen effroyable.
d'avoir ravivé une superstition ancestrale et interdite pour la faire accepter à des hommes affaiblis et terrifiés. Luke, convaincu que seul un sacrifice humain pouvait apaiser la faim de la banquise, et libérer le navire de son étreinte mortelle, avait transformé un équipage de marins chrétiens en une secte de sacrificateurs. Il n'était pas le fou, il était le grand prêtre de la folie. Cette révélation, contenue dans un fragile morceau de toile, recadrait la totalité du drame avec une brutalité inouïe. Le silence de Luc de Bretagne, était plus le symptôme d'un choc post-traumatique, mais le poids écrasant de la culpabilité d'un meurtrier. Ses cauchemars hurlants n'étaient pas les échos d'une horreur qu'il avait vue, mais le souvenir d'une horreur qu'il avait orchestrée. Les étranges symboles qu'il traçait étaient plus les gribouillis d'un esprit brisé, mais peut-être les sigils du pacte impie, qu'il avait conclu avec les forces obscures du Nord. L'homme que Saint-Malo plaignait comme une victime, se révélait être le bourreau, et le marin disparu en mer, n'était pas tombé, il avait été poussé. Dès lors, le comportement des autres survivants éclairait d'une lumière sinistre. Leur peur de croiser le regard de Luken était plus de la pitié, mais la crainte viscérale de le complice face à son chef, la peur d'être dénoncé. Leur silence collectif, n'était pas un pacte de deuil, mais une conspiration née de l'horreur, une loi du silence pour dissimuler un crime innommable. Ils n'étaient pas les gardiens d'un traumatisme, mais les gardiens d'un secret sanglant, liés les uns aux autres, non par la camaraderie des survivants, mais par la chaîne invisible d'un acte de barbarie commis loin de tout témoin. Chaque regard fuyant, chaque conversation interrompue devenait un aveu silencieux de leur participation, passive ou active, au sacrifice de Jean Pogam. La note accusatrice agissait comme un acide, dissolvant la façade héroïque du marin breton pour révéler le monstre qui se cachait derrière. La folie de Luc était peut-être pas une maladie contractée dans les glaces, mais la conséquence logique et inéluctable d'un acte délibéré, un choix conscient fait au point de rupture de l'humanité. Le froid qui émanait de lui, ce froid que sa femme Elara ressentait jusqu'au plus profond de son âme, était pas le souvenir de l'Arctique, mais le vide laissé par une âme vendue en échange de la survie. La tragédie de Étoile du Nord était plus une histoire de malchance et de fatalité, mais un huis clos glaçant sur la fragilité de la civilisation face aux appétits primordiaux. Énigme de ce qui s'était passé à bord semblait donc résolue, mais cette réponse ouvrait la porte à une question encore plus vertigineuse et terrifiante. Luc de Bretagne, était-il un monstre calculateur qui avait manipulé un équipage affaibli pour sauver sa propre vie, sacrifiant son meilleur ami sur l'autel d'une superstition primitive? Ou bien était-il lui-même une victime, le premier à avoir succombé à une démence collective, une chanson venue du vent des glaces qui avait murmuré à tous la même promesse macabre? La note de Jean Pogam désignait un coupable, mais pouvait-on faire confiance au témoignage d'un homme au bord du gouffre, écrivant ces dernières lignes alors que ses camarades décidaient de son sort? Armée de la note accusatrice de son mari, un fragment de toile qui pesait plus lourd que n'importe quelle encre, Marie Pogam se présenta devant les autorités maritimes. Son chagrin était muet en une fureur froide et déterminée. Elle ne demandait plus la pitié, mais la justice. Face à elle, le commissaire de l'inscription maritime, un homme dont la carrière était bâtie sur le maintien de l'ordre et la protection des intérêts économiques du port, accueillit son récit avec une patience étudiée qui masquait mal son scepticisme. Il qualifia la note de « divagation d'un homme à l'agonie », d'hallucination née de la faim et du froid. Pour lui, comme pour l'establishment qu'il représentait, la version officielle d'un accident tragique était une vérité bien plus commode, une pierre tombale, qu'il était pas question de soulever, de peur que les miasmes qu'elle contenait n'empoisonnent la réputation de toute la flotte malouine. Sous la pression insistante de Marie et des rumeurs qui commençaient à gangrener la ville, une enquête discrète fut néanmoins ouverte. Les procès-verbaux de cette investigation, aujourd'hui conservés aux archives départementales, révèlent une parodie de justice. Les marins survivants de Étoile du Nord, furent interrogés séparément, mais leurs dépositions furent monolithiques, un récit parfaitement orchestré de la tempête et de la chute accidentelle de Jean Pogam. Ils s'en tinrent à cette version avec une obstination qui aurait dû paraître suspecte, mais qui fut interprétée comme le signe d'un traumatisme partagé. Le rapport du docteur Arnaud sur la fièvre des glaces fut joint au dossier, offrant une caution scientifique à leur silence. L'affaire fut rapidement classée pour manque de preuves matérielles, une décision administrative qui sonnait comme un second meurtre, celui de la vérité elle-même. Le secret, malgré les efforts des autorités, s'infiltra dans les fissures de la ville comme l'humidité marine dans les murs de granit. Saint-Malo se fractura en deux camps irréconciliables. D'un côté, ceux qui, horrifiés, croyaient à la culpabilité de Luc, voyant en lui un démon surgi des glaces,
un homme ayant trahi la loi la plus sacrée des gens de mer. La solidarité. De l'autre, une majorité silencieuse mais puissante, qui refusait de croire qu'un héros local, un Terre-Neuve de sa trempe, ait pu commettre un acte aussi barbare. Pour eux, accuser Luc revenait à souiller la mémoire de tous les marins disparus, un blasphème contre l'esprit de corps qui unissait la communauté. Prise dans cette guerre silencieuse, la famille de Bretagne devint paria. Et Lara et le jeune Yann furent ostracisés, victimes innocentes d'un crime dont ils ne connaissaient même pas la nature exacte. Pendant ce temps, dans le huis clos de sa maison de la rue de la Fosse, Lara menait sa propre enquête désespérée. Poussée par une angoisse insoutenable, elle fouilla une nouvelle fois la malle de mer de Luc, cherchant un indice qui pourrait disculper l'homme qu'elle avait aimé. C'est alors qu'elle découvrit, dissimulé sous une pile de vêtements rêches, un objet qui n'appartenait pas à son mari. Était un couteau de marin, un outil simple et robuste, mais dont le manche en os était finement gravé des initiales JP. Était le couteau de Jean Pogam, celui qu'il ne quittait jamais. Sa présence dans le coffre de Luc était une preuve matérielle accablante, un témoin muet qui transformait la note de Pogam en une certitude glaciale. Terrifiée par les implications de sa découverte, Lara ne montra le couteau à personne. Elle le cacha, ajoutant une nouvelle couche de silence au secret qui dévorait sa famille. La vérité définitive, émergerait que des décennies plus tard, bien après la mort de tous les protagonistes. Vers 1950, lors de la rénovation des anciens bureaux de la compagnie maritime propriétaire de Étoile du Nord, des ouvriers mirent au jour une cage dans un mur. À l'intérieur se trouvait une lettre scellée, rédigée par l'armateur de Époque et adressée au commissaire de l'inscription maritime. Dans cette confession posthume, l'homme d'affaires révélait avoir été mis au courant de la vérité par le capitaine en second du navire. Il confirmait le rituel, le sacrifice de Jean Pogam. Mais il ordonnait au commissaire d'étouffer l'affaire, arguant qu'un scandale d'une telle ampleur anéantirait la confiance dans la grande pêche, ruinerait des dizaines d'armateurs et plongerait des centaines de familles dans la misère. Le sacrifice d'un seul homme, écrivait-il, est regrettable, mais il ne doit pas causer la perte de tous. Cette lettre changeait radicalement la perspective du drame. La culpabilité était plus seulement celle d'un homme brisé par la folie, ni même celle d'un équipage poussé à la barbarie par la faim. Était la culpabilité froide et calculée d'un système. Le crime de Étoile du Nord, avait été sciemment couvert par les élites de la ville pour préserver la prospérité économique de Saint-Malo. Luc de Bretagne, qu'il ait été instigateur ou simple participant, devenait à la fois l'instrument et le bouc émissaire d'une tragédie, dont les véritables responsables étaient restés dans l'ombre, protégés par leur statut social. La folie du Nord était plus une entité surnaturelle, mais la métaphore d'une inhumanité bien terrestre, celle qui choisit le profit plutôt que la justice. La survie d'une communauté justifie-t-elle le sacrifice d'un innocent et le silence qui l'ensevelit pour l'éternité? Aujourd'hui, celui qui marche sur les remparts de Saint-Malo, foule les mêmes pierres usées que Luc de Bretagne, mais le vent qui siffle entre les créneaux, ne porte plus les mêmes secrets. La ville a pansé ses plaies, recouvert ses drames d'une patine de modernité. Dans la rue de la Fosse, la modeste demeure où les hurlements de Luc déchiraient la nuit, est peut-être devenue une crêperie animée, ou une boutique de souvenirs colorés, où des touristes insouciants dégustent des saveurs sucrées, sans se douter du souvenir amer qui imprègne encore les murs. Le temps, tel une marée patiente, a effacé les traces visibles, polissant la surface de l'histoire, jusqu'à la rendre lisse et presque innocente. Les registres officiels sont muets, les témoins ont depuis longtemps rejoint la terre ou la mer, et le nom de Étoile du Nord n'est plus qu'une ligne oubliée dans les archives poussiéreuses de l'inscription maritime, un navire parmi tant d'autres. Pourtant, si les archives de papier se taisent, la mémoire de l'océan, n'oublie jamais. La véritable histoire de Luc de Bretagne n'est pas consignée dans les livres, mais dans le folklore murmuré des gens de mer. Les vieux pêcheurs, ceux qui ont appris à lire le ciel et à écouter le silence du large, racontent encore que lors des grandes tempêtes d'hiver, quand le brouillard salé s'enroule autour de la cité corsaire comme un linceul, une étrange mélopée semble monter des profondeurs. Ce n'est pas le cri des mouettes, ni le son plaintif de la corne de brume, mais un chant plus ancien, une mélodie rauque et hypnotique qui se mêle au fracas des vagues. Il l'appelle le chant du Grand Blanc, un écho de la folie, qui attend patiemment ceux qui s'aventurent trop loin dans le silence blanc du Nord. Un rappel que certains pactes ne meurent jamais. Qui était donc Luc de Bretagne? Un monstre ayant sacrifié son ami sur l'autel d'une superstition primitive pour survivre, ou la première victime d'une démence collective, un prophète damné ayant entendu une voix que les autres ne faisaient que pressentir? Était-il le grand prêtre d'un rituel barbare ou simplement un homme brisé,
dont l'esprit sétive était fendu sous le poids insoutenable de la faim et du désespoir? Et ces symboles, ces spirales obsessionnelles qu'il traçait sans relâche, étaient-ils les gribouillages d'un esprit en ruine, l'alphabet d'une foi nouvelle et macabre, ou la tentative désespérée de donner une forme, une beauté terrible, à une horreur qui n'avait pas de nom? La vérité est devenue une mosaïque de questions sans réponse, où la culpabilité et la folie dansent une valse éternelle sur une banquise de doute. En se tenant aujourd'hui sur la jetée face à l'horizon infini, on peut sentir la puissance immuable de l'Atlantique. Le vent glacial qui vient du large semble porter avec lui plus que des embruns. Il transporte les échos des prières, des adieux et des espoirs de tous les marins qui ont un jour défié cette immensité. Si l'on tend l'oreille, au-delà du bruit du monde, on pourrait presque percevoir cette note discordante, cette chanson venue du fond des âges et des glaces, qui promet la survie en échange d'un cœur encore chaud. La vérité sur ce qui s'est réellement passé à bord de L, Étoile du Nord, a sombré avec ses derniers témoins, ne laissant derrière elle qu'un doute aussi glacial et persistant que le brouillard, qui, parfois, refuse de se lever sur Saint-Malo.